Là, bonsoir. Merci. Je vois qu'il y a un public qui se fidélise. Il y a de plus en plus de gens déjà. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes, de jeunes femmes qui viennent régulièrement, et c'est une bonne chose. Parce que, comme on disait, on ne dit pas ça seulement parce que c'est bientôt la journée internationale de la femme, mais la femme éduque, la femme est au centre de la famille et c'est elle qui transmet. Alors, voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera pour ma part un peu freestyle parce que j'ai pas préparé de texte. Par contre, je sais que les filles là, nos invités sont elles très très calées et elles font les choses sérieusement. On va voir ça. Voilà. Et pour ne pas me répéter, moi, je m'adresse à tout le monde, hein, toujours qu'on soit respectueux, qu'on s'écoute, qu'on ne s'enflamme pas. Tout le monde aura droit à la parole. Et quand on estimera que ça va un peu trop loin, on essaiera de s'imposer et il ne faudra pas le prendre au mal. Voilà. Alors aujourd'hui, la thématique du vendredi de l'arc-en-ciel s'intitule « Comment la femme comorienne peut faire face aux enjeux économiques et politiques du monde moderne ». Et nos invités du jour, donc nos invités du jour, donc là en violet, celle qui ne sourit jamais, Sharifa Madi. Voilà, oui, des encouragements, là c'est timide. C'est pas évident d'être là. C'est pas évident d'être là. Voilà. En même temps, un jour, vous pourrez à votre tour être là, mais c'est pas évident. Donc au centre, on a Wassilatine Bae. Et à l'extrémité de la table, nous avons Dalila Ahmed. Alors, ce qu'on va faire, donc la première partie là, va consister à ce qu'elle se présente. Donc je vais demander à Sharifa, brièvement, qu'elle se présente. Parce que je sais qu'elle a plein de choses à dire après. Alors, il ne faut pas qu'elle révèle tout quand même. Donc, Sharifa, est-ce que tu pourrais nous dire exactement qui tu es et à ton avis, pour quelle raison on t'a amené à venir t'exprimer ici devant cet auditoire? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Sharifa Madi. Vous m'entendez là? Ouais, je n'ai pas l'habitude, c'est une première. En effet, donc, je suis entre autres citoyenne comorienne. J'anime dans l'émission Politiquement Vôtre sur la radio Connexion FM, un jeudi sur deux. La première radio francophone sur Internet, c'est une émission politique. Je suis chargée éditoriale à l'AFP. Chargée éditoriale ou ça? Chargée éditoriale à l'AFP, l'agence France Presse. À Londres? À Londres, oui. À Londres. Je réside à Londres et j'ai entre autres un grand amour pour mon pays, les Comores. Et en freelance, je suis chargée de communication, où je fais la promotion de la communauté océan-indienne. Et donc aujourd'hui, l'équipe, l'association Arc-en-Ciel a accepté une collaboration avec mon émission Politiquement Vôtre en l'honneur de la journée de la femme. Donc un spécial femme coréenne, et j'espère que ça va très bien se passer et qu'il y aura beaucoup de participation. Voilà, merci beaucoup. Alors, regarde le micro. Alors, je tenais à préciser que Sharifa, moi je l'ai rencontré en fait Il y a 2 ans. Voilà, du côté de Radio France, au Cap. Ah ouais, moi c'était il y a plus longtemps. À l'occasion d'une conférence où il y avait toute la presse panafricaine. Bon, on ne savait pas que j'étais comorien. Moi, je ne savais pas qu'elle était comorienne. Mais je me suis posé la question. Et ce qui avait attiré mon attention, c'est que cette jeune fille avait monté un magazine qui s'appelait Kissina. Donc la thématique, c'était partage des origines afro-européennes. Le premier magazine afro-européen en France. C'est un magazine qui avait eu droit à pas mal de reportages, que ce soit sur France 2, TF1 et dans la presse. Et puis bon, malheureusement, comme souvent, il y a souvent des journaux qui explosent et puis de temps en temps. Mais c'était un très très beau projet. Et derrière, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est relancée en Angleterre pour montrer qu'elle
on tombe, hein, mais on se bouge On pas. se relève. On se relève et on avance. Et je vais te demander, toi tu es né en France ou comment? Je suis née en France, à Paris. Et malgré ça, j'ai quand même un fort attachement aux Comores. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je veux me battre aussi pour notre archipel. Malgré le fait que je sois née en France, mais je pense que, de toute façon, durant la conférence, je mettrai en avant ces éléments-là, mais je pense qu'on a une grande force, nous, la diaspora, du moins la deuxième génération, pour apporter notre force à la construction des Comores. Wassilati Mbaye. Alors Wassilati, moi je l'ai connu par l'intermédiaire de Sharifa à l'occasion d'une conférence de presse de l'ambassadeur des Comores à Paris. Une conférence de presse assez houleuse parce que ça portait sur la question de Mayotte. Et visiblement les Comoriens qui étaient présents n'étaient pas en accord avec la politique du gouvernement de l'Union. Et Wassilati, alors elle a une... je ne sais pas si elle est bon, mais c'est une femme qui entreprend. Et elle a créé une gamme de cosmétiques, donc de produits de beauté à base de ylang-ylang des Comores. Parce que ylang-ylang aussi peut être produit partout, il y a même des produits de synthèse. Mais elle a préféré favoriser ce qui vient des Comores. Alors est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors bonjour et merci de m'avoir invité pour venir. Moi, j'ai pas l'habitude aussi, excusez-moi. Je m'appelle Wassilati Mbaye, je suis comorienne, je suis née aux Comores, je suis en France depuis à peu près 18 ans. Je suis chef d'entreprise, mais le mot chef d'entreprise, c'est surtout pour faire comprendre qu'on peut entreprendre même si on est né aux Comores. Et que même si on est au bout du monde, le goût d'entreprendre, on peut toujours l'avoir un peu partout. J'ai pas beaucoup de casquettes, je ne suis pas très dans la politique, etc. Mais mon combat premier, c'est de pouvoir montrer, me battre aussi pour mon pays, parce que je pense que les Comores ont tout ce qu'il faut pour réussir, malgré tout ce qui nous sépare, malgré toutes les petites différences, les petits soucis politiques et autres. Mais je pense qu'on a tous les éléments qu'il faut. Hein. On a la matière grise, on a la matière première, on a tout ce qu'il faut. Donc je pense que maintenant, il faut juste qu'on ait confiance en nous. Et j'ai créé une société, bon, j'ai commencé le projet Ozori, ça fait à peu près 4 ans, parce qu'il faut du temps pour entreprendre quelque chose de plus grand. Donc ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé le projet, et ça fait 1 an et demi à peu près que la marque Ozori est née. Cette marque, l'objectif de Ozori, c'est vraiment pour promouvoir et valoriser les produits comoriens, qu'on ne passe pas toujours pour un pays qui est pauvre, qui a des côtés qui sont négatifs. On a des choses à vendre aussi, on a des choses à défendre. Et donc je suis là pour, si je peux apporter quelque chose avec ma modestie, pour montrer aussi à certaines personnes qu'on peut aller loin si on se bat, parce que c'est pas facile. Voilà, donc je suis là, répondre à toutes vos questions. Si je peux. Merci. Alors, notre troisième invitée s'appelle Dalila Ahmed. Alors, elle est chercheuse. C'est un bien grand mot. C'est un grand mot? Oui. Ça va, c'est pas un gros mot. Non, un grand mot. Ça me rassure. En tout cas, elle s'intéresse à la chose orale et à l'histoire orale et comment souvent, mis à part dans certaines catégories sociales où on connaît une généalogie, les écrits sont peu nombreux et souvent la tradition donc, se transmet par la parole. Et Dalila, justement, travaille dessus, entre autres. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je m'appelle Dalila Ahmed, je réside à Londres. Je suis plus fort. Je vais essayer. Donc, je réside à Londres et j'ai rencontré Sharifa il n'y a pas très longtemps. Et donc, je travaille dans le domaine associatif donc à Londres et je fais aussi des recherches. Je suis aussi consultante en suivi et évaluation de projets pour des petites associations sur Londres, donc à mon temps perdu. Et j'ai appris mes études dans le but de m'intéresser beaucoup plus et de rechercher beaucoup plus la culture comorienne, notamment l'histoire orale et tout ce qui est la culture comorienne dans le sens la perception du masculin et du féminin en fait. Et donc oui, je me sens
en tant que fille de la diaspora, en fait, je me sens plus comorienne que française. Et le fait d'être à Londres m'a permis, en fait, de pouvoir explorer plus cette, comment dire, dirais-je, cette comorianité, en fait. Et pouvoir m'intéresser à la culture comorienne sans avoir de préjugés ou de freins au fait que je sois franco-comorienne ou française d'origine comorienne ou je viens ou je reste ou peu importe. Donc voilà. Moi je voulais ajouter un mot. Moi, il y a quelques années, en allant au travail, donc j'allais à France Télévisions, et du côté de France 3, j'étais accompagné d'une jeune amie d'origine guyanaise. Elle m'a dit: viens, je vais te présenter une sœur à toi, d'origine comorienne. Et moi, ça va me faire plaisir. Franchement, là, tu me fais un cadeau. On part ensemble, et on arrive devant France 3 Paris, et ma copine prend son téléphone et elle fait ouais, allô, écoute, j'ai un frère à toi. Elle fait: mais j'ai pas de frère. Elle fait: si, c'est un frère à toi. Et là, elle explicite, elle fait: en fait, il est comorien. Et là, la jeune fille a dit: quoi, il est comorien? S'il te plaît, ne me ramène surtout pas un comorien, parce qu'ils sont vraiment très spéciaux. Et ma copine a insisté, elle a fait: non, franchement, je connais pas les comoriens, mais lui, ça va. Alors, ça va un peu, franchement, il faudrait que tu le rencontres. Elle a fait: non, franchement, c'est pas la peine. Les comoriens, mais vraiment, c'est pas du tout ça. Ah, c'est dommage, hein, parce que il est journaliste. Et là, la jeune fille a fait: ah, il est journaliste? Ah, je veux bien le rencontrer. Je veux bien le rencontrer parce que, en fait, elle n'imaginait pas qu'un Comorien pouvait être journaliste. Alors, l'image qu'elle avait des Comoriens, c'était une image, mais négative. Et c'est pas propre aux jeunes filles comoriennes. Hein. Il y a même beaucoup de Comoriens qui pensent encore que les Comoriens ont toujours le balai à la main. Et attention, hein. Nos parents, en tout cas parmi de nombreux Comoriens, après avoir été navigateurs, ils sont aussi passés par les mairies, et notamment à Paris. Et donc ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir justement que ces jeunes filles, pour la plupart nées ici ou arrivées là jeunes, ont toujours gardé ce contact avec le pays d'origine, et tout en grimpant les échelons au niveau social, en cherchant leur place, elles n'oublient pas que dans la pluralité de la nation française, où aujourd'hui on les voit partir alors que nos parents sont arrivés là il y a 30 ans, on les voit à leur tour naître en France et partir à l'étranger, en Angleterre. En tout cas, elles n'oublient pas qu'elles sont aussi comoriennes. Et je pense que venir aujourd'hui exposer sur une problématique liée aux Comores, alors qu'elles pourraient se dire mais au fond on est française ou anglaise ou ce qu'on veut, bah, ça mérite en tout cas qu'elles soient applaudies. Voilà. Oui. Donc, on a réfléchi après de longues séances que voilà, les précédentes conférences se sont passées dans un climat tendu et tout. Donc, on a distribué un papier qui montre un petit peu comment nous, on doit se comporter, se respecter, accepter l'autre. Hein, la tolérance, c'est la marque de grand. Et quand les conférenciers parlent, que les gens se taisent, et quand la parole est donnée au public, ne dépassez pas les 3 minutes, parce qu'on doit rendre la salle à 21h, 21h30 plus tard, et s'écouter, se respecter mutuellement. Je pense que ce sont des règles fondamentales, même si on ne partage pas le point de vue de l'invité ou de son voisin. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a nos amis qui préparent une table ronde demain sur la réforme constitutionnelle. Elle est très importante parce que le 29 mars, il va y avoir une... non, le 29, en ce qui concerne Mayotte. Ouais, en ce qui concerne Mayotte. Il y a un référendum prévu aussi à Moroni, mais je ne sais pas la date. Le 22. Mais le 29, voilà, il y a la départementalisation qui est envisagée par la France. Donc, ils organisent ça
à la mairie du 15e. Vous pouvez trouver les coordonnées sur les sites Comores Cadre et les autres. Et les conférences de l'arc-en-ciel continuent. Là, tout le monde peut venir exposer. Il a un sujet. Ici, c'est le vrai bangoué. Hein, un vrai bangoué de partage, de respect et d'estime. Donc, les prochaines conférences, là, pour le vendredi, on est en train de voir, mais on n'a pas encore défini, mais ça va porter sur la dynastie de la lignée Wenya Fambaya. Regardez un petit peu ce qui s'est passé à Kwambani, au palais de Nkonje, et voir toute la dynastie régnante de la lignée Wenya Fambaya à Kwambani, à Itsekoudi, à Tsujini, et dans le Yamahame, à Beni, et dans l'Itara. Voilà les bastions de la lignée Wenya Fambaya. Il y a un livre qui est édité depuis 1986 par Daniel Benadi et Paul Otino et Bouligné, qui parle d'une tradition d'une lignée, la lignée Wenya Fambaya. La conférence d'après. Demain? Non, c'est-à-dire le vendredi prochain. Ici, voilà. Voilà. Et le vendredi, et exceptionnellement, le 16 mars, il y aura une conférence qui va porter sur l'africanité des Comores et la problématique mahoraise sera posée et il sera dirigé par le professeur Hassani Fassassi qui, lui, est déjà passé ici à 2 reprises. Il est chercheur, professeur, sociologue, donc il va faire une démonstration sur ce point précis. Et là, les autres dates, on vous informera. Donc, Sharifa et nous, on s'est mis d'accord pour que la première partie de la conférence débute par des questions qui seront posées par Sharifa, parce que c'est Sharifa qui a eu l'initiative aussi d'organiser cette conférence, qui m'a contacté, et après, elle va poser les questions à ses invités, et après, la parole sera donnée au public. Je vous en remercie. Ok. Bravo. Et là, vraiment, je vais passer le micro aux jeunes femmes, là. Et c'est aussi pour remercier Mimi Liquidache qui est présente, qui est également journaliste indépendante et qui a réalisé récemment un documentaire très très intéressant qui porte sur Anjouan et où on voit justement ces femmes comoriennes qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher du sable. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et ça a des conséquences néfastes sur l'environnement direct de l'île d'Anjouan, sur son littoral. Alors c'est un vrai drame parce que d'un côté, ça leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins, pouvoir nourrir la famille, mais d'un autre côté, c'est que petit à petit, eh bien, l'île se fait dévorer par les vagues, par la mer, et c'est la mer qui gagne sur la terre, et comment on est en grande déjà. En tout cas, c'est un très très bon sujet, quoi. Alors, faudrait le voir, parce que je pense qu'il sera peut-être diffusé, alors je sais pas, à Sarcelles bientôt, non? Non. Non. Non, mais on peut l'applaudir parce qu'elle fait du très très bon travail. Il est sur Internet. Hein. Il est sur Internet? Oui, sur Dailymotion. Et qu'est-ce qu'il faut taper sur Dailymotion? Comores, Dailymotion. Dailymotion, Comores. Ou bien Moisinet. Il est sur Moisinet aussi? Il est sur Moisinet? Non, il n'est pas sur Moisinet. Donc sur Dailymotion? Oui. On tape quoi? Comores, et c'est Où vont les Comores avec Anjouan. Où vont les Comores avec Anjouan? Moi je vous le recommande parce que c'est un documentaire très poignant. Voilà. Alors, encore une fois, désolé d'avoir... Je voulais juste te dire quelque chose. Dis. Par rapport à mon documentaire, encore une fois, c'est une ébauche de documentaire. On en a parlé avec Wassilatine Baye. Là, Ismaël évoquait le problème de l'érosion des sols due à l'extraction du sable. Mais le problème aux Comores est plutôt lié à la continuité. Donc je pense qu'il est intéressant aussi pour les chercheurs, les étudiants qui sont ici et qui seront amenés un jour à partir aux Comores, d'aller accompagner toutes ces personnes qui travaillent justement là-bas et de suivre ces projets qui se terminent malheureusement parce que le financement du projet a une durée et faire en sorte que finalement il y ait une finalité
et un côté positif qui remonte de tous ces projets. On en parlait avec Wassilati par rapport au problème de l'utilisation du bois. C'est assez technique, encore une fois. Vous êtes étudiant, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas, mais vous êtes étudiant, vous avez tous des domaines assez différents. Mais je pense qu'au-delà des conférences, il faut quand même aller sur le terrain et voir vos collègues ou vos amis étudiants là-bas dans tout l'archipel, que ce soit à Anjouan, Moélie, Mayotte. Même Mayotte, parce qu'il y a un Comorien qui s'appelle Omar Bocha, qui est maoré, qui lui a fait l'objet d'un article de Kashkazi et qui a reçu un prix dernièrement en France. Je pense qu'il est intéressant aussi d'aller vraiment aux Comores et de voir au-delà des fêtes, parce que c'est bien les fêtes, mais ça ne porte pas vraiment d'effet positif sur le développement des Comores. Et je vous encourage tous à y aller. Parce que notre rôle à nous, c'est de vous dire ce qui se passe, mais notre rôle à vous, c'est d'agir aussi. Ok, en tout cas, merci à Oumi. Et comme quoi, les femmes ne sont pas, on ne les voit pas toujours, mais en tout cas, elles réalisent des choses. Alors maintenant, la parole à nos invités. Merci. D'accord, je vais essayer. Je ne suis pas là-dessus, mais je vais essayer. Dans un premier temps, en effet, pour cette conférence qui repose sur une question assez principale. Je suis gauchère, très mal à gauche. Ah, ça me rappelle la radio. Voilà. Ok, d'accord, je vais essayer. Donc on a fait un thème qui repose sur une question qui est comment la femme comorienne peut faire face aux enjeux économiques et politiques du monde moderne. J'aimerais m'adresser aux deux invités, Dalila et Wassilati. Dans un premier temps, pour vous, quelle définition vous pourrez donner sur le terme de femme actrice du développement dans une société qui est quand même musulmane et matrilinéaire, où paradoxalement on a l'impression d'avoir des décisions politiques et économiques qui sont prises par les hommes. Merci là-dessus. Ah bien d'accord. Je suis pas habituée. J'ai 3 micros là. Alors, je vais essayer d'être un peu plus brève sur cette question. On n'est pas là pour diviser les hommes et les femmes, pour que ça soit très bien clair. Je pense qu'il est temps, on est dans le temps de conjuguer, parce que je pense que on voit tous les jours que même les pays entre guillemets industrialisés et bien avancés, ils ont compris la question du rôle de la femme sur la place économique dans le monde. Donc, pour répondre à la question de Sharifa, je pense qu'aujourd'hui, la femme a commencé à prendre sa place tout simplement, et je pense que même aux Comores, on n'a pas besoin d'aller faire un doctorat pour voir le rôle de la femme aujourd'hui aux Comores, qui commence déjà dans les foyers. On a toujours crié pour dire prenez-nous pour qu'on conjugue ensemble. Et c'est vrai qu'on a toujours malheureusement ignoré cette place que la femme réclame tout simplement pour qu'on puisse apporter ce qu'on peut apporter sur l'avancement de la vie de tous les jours. Et je pense que beaucoup d'hommes, heureusement dans la génération actuelle, même d'avant, ont compris le rôle que la femme peut jouer sur la place économique et socioculturelle dans la vie de tous les jours. Donc il n'est pas difficile, tout est difficile même pour les hommes, parce que l'homme a toujours eu sa place d'homme, de prendre les responsabilités, de s'occuper de la femme, de la famille. Et je pense que c'est toujours aussi difficile aussi pour l'homme de se dire que cette place-là n'est plus occupée par nous seulement, mais il y a aussi les femmes qui veulent avoir cette place. Mais je pense que ce n'est plus difficile maintenant par rapport aux hommes, parce qu'ils voient qu'on n'est pas là pour les menacer, pour prendre leur place. On est là pour apporter une aide par rapport à la question de la réflexion tous les jours, comment éduquer nos enfants, comment les amener à prendre confiance dans le monde, comment pouvoir affronter la vie de tous les jours. Je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui le comprennent tous les jours, et ça devient de moins en moins difficile, même si on peut dramatiser un peu la question. Je donne, par exemple, je ne vais pas trop parler de moi, mais simplement je suis une femme mariée depuis bientôt 14 ans, et je pense qu'on peut très bien conjuguer les choses ensemble, mais aussi nous les femmes, malgré que je suis beaucoup pour la femme,
Mais je pense que c'est à nous aussi de donner cette confiance aux hommes pour ne pas trop les faire peur, pour dire qu'on ne veut pas votre place. Moi, je ne tiens pas à prendre la place de l'homme, mais je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses pour la vie de tous les jours, pour conjuguer ensemble. J'espère que j'ai répondu à la question. Excusez-moi, parce que des fois, je pense que je parle un petit peu à côté. Je laisserai Dalila s'exprimer et avoir son point de vue. Je ne sais pas si je parle assez fort. Voilà. J'essaierai. Oui, donc, femme actrice du développement. Bon, quand on parle développement, il faut savoir, est-ce qu'on parle développement économique, est-ce qu'on parle développement politique, est-ce qu'on parle développement social. Je pars du principe que sans développement social, on ne peut pas avoir de développement politique ou économique. Donc, je pense aussi que quand on parle de femme actrice du développement, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de la femme, de sa place centrale. Parce que souvent, au commerce, ce qui se passe, c'est que malgré le fait que la femme fait partie de l'éducation des enfants, malgré le fait que la femme puisse aider ou parfois aide son mari pour ce qui est du commerce, par exemple dans le commerce, dans le petit commerce, souvent c'est la femme qui est assise dans le magasin en fait et qui aide son mari pendant que son mari va travailler, qui aide son mari à faire un revenu supplémentaire par exemple. Ou je prends l'exemple de l'agriculteur, souvent c'est la femme qui va au marché, qui va vendre les produits agricoles, merci. Et juste une petite parenthèse, j'ai tendance à mélanger l'anglais et le français. Donc c'est une prise de conscience de la femme et savoir que malgré le fait que bon, si la femme ne travaille pas officiellement, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de place dans le développement, ce qu'elle fait. Par exemple, je prends l'exemple du reportage de Oumi qui disait que les femmes indirectement contribuaient comment dire, oui, par exemple, oui, au niveau de l'environnement, en fait, contribuer à... j'ai du mal. Oui. Désolée. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, sensibiliser les femmes au niveau de leur impact et leur montrer que... Excuse-moi. Oui. Le problème évoqué par Ismaël était lié à l'extraction du sable, oui, qui provoque justement l'érosion côtière. Et c'est néfaste. Ça, ce sont finalement des moyens de survie. Elles n'ont pas le choix. Oui, elles n'ont pas le choix, je suis bien d'accord avec toi. Mais au niveau de la sensibilisation aussi, elles n'ont pas le choix parce qu'elles cherchent c'est un moyen de survie et c'est une rente en fait, c'est un revenu, pour elles c'est un revenu. Comment dire, sensibiliser les gens à l'impact de leur... C'est comme l'agriculteur, quand l'agriculteur va planter ses choux, je suis encore juste va planter ses choux et a tendance à tout enlever et pas replanter des arbres, par exemple, ça aussi il n'y a pas le choix parce que ce qu'il veut c'est maximiser son revenu. Mais c'est une sensibilisation aussi, il faut sensibiliser les gens sur l'impact qu'ils ont au quotidien. Une action que tu fais au quotidien aura un impact pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Donc c'est de ça que je parle, c'est prendre conscience que la femme fait beaucoup dans la société comorienne et qu'elle peut avoir un impact, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la société, que ce soit dans le politique. Savoir vouloir se renseigner et vouloir agir, c'est ce que, voilà, pour moi c'est ça, femme actrice du développement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais rajouter quelque chose sur justement l'économie, parce que c'est vrai que j'ai fait juste un petit résumé sur la place de la femme en premier lieu pour expliquer un petit peu par rapport à la société. Moi, je suis tous les jours surprise par la mutation de la femme comorienne. Mais ça reste dans les coulisses, parce que en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience. Aujourd'hui, je suis toujours épatée, parce que c'est vrai que la société que j'ai créée, c'est une société à dimension internationale. Je suis toujours épatée de voir une femme comorienne qui est à peine illettrée, qui ne sait pas ni lire ni écrire, et qui est capable de partir en Chine pour pouvoir acheter, faire du commerce, ou partir à Dubaï, dans un pays où elle ne connaît rien. Moi, j'étais à Dubaï, c'est pas facile,
parce que Dubaï, c'est la capitale des affaires, donc c'est pas évident. Et pourtant, elles sont capables de partir dans des pays lointains et faire du commerce et arriver, mais s'occuper de tout. Et je suis tous les jours, moi j'apprends tous les jours de ces femmes. Et je pense que la jeune génération, il ne faut pas que nous, les femmes aujourd'hui, de notre génération, il ne faut pas qu'on néglige justement cette richesse de ces femmes-là, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi. Parce qu'elles ont ce culot pour pouvoir faire du commerce, il faut avoir le culot. Et ils ont ce culot. Et quand je les vois tous les jours dans les mariages, parce que moi je vais aussi dans les mariages, des choses comme ça, pour voir un peu ce qui se passe un peu dans la société, ce culot de pouvoir montrer, malgré qu'ils n'ont pas fait des études de commerce ou tout ce qu'il faut, mais arriver à vendre des produits qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait des études de marché. Ici, quand on va dans une société, quand on va dans une chambre de commerce, on veut faire un projet, et la première chose qu'on nous demande, un business plan et tout le tralala. Ces femmes-là, ils ne savent même pas ce que c'est un business plan, et pourtant, elles arrivent à faire du commerce, à vendre, à négocier, et elles sont encore plus virulentes que nous, en soi-disant, qui vont passer à l'école. Et pour une anecdote, j'ai une femme qui a fait pendant des années aux Comores, elle était négociante de la cannelle, hein, donc elle allait acheter des tonnes de cannelle pour aller vendre en Zanzibar. Et pourtant, c'est une femme qui n'a jamais été à l'école. Mais moi, je suis épatée. Quand je suis devant elle, elle me parle, je faisais des conteneurs, je négociais, j'arrivais à Zanzibar, je jetais mes conteneurs comme ça, je suis comme ça, je dis, mais j'ai tout à apprendre à cette femme. Donc, le mouvement de la femme comorienne, parce qu'on parle aujourd'hui de la femme, mais aussi de la femme comorienne, il est démarré depuis très très longtemps. Maintenant, nous, la jeune génération, je pense qu'il ne faut pas trop rester sur le modèle français. Excusez-moi, je ne suis pas du tout raciste, mais je pense on a aussi des choses à apprendre aussi des nôtres. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup appris. Et sachons quand même l'histoire, parce que je ne suis pas très calée au niveau de l'histoire, mais essayons de revenir en arrière par rapport à l'histoire des Comores, de l'océan Indien. On a été construit par le commerce. C'est les échanges qui a fait qu'aujourd'hui les Comores a été découvert depuis le 7e siècle. Donc notre héritage, c'est le commerce. Donc entreprenons. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je n'ai pas l'habitude. Et je laisserai la parole après à Ibrahim. J'aimerais juste rebondir. Alors, c'est vrai que c'est un constat. La femme comorienne commercialise, elle voyage, elle va à Dubaï, en Chine, etc. Mais il y a quand même des chiffres. Du moins, moi, c'est ce que j'ai répertorié. La femme comorienne représente la moitié de la population comorienne. Elle seule, la moitié est quand même au chômage. Donc moi, j'aimerais poser cette question à cette femme comorienne qui commercialise. Où est-elle dans l'économie comorienne? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est très bien de commercialiser, mais quel est l'impact dans l'économie comorienne? Aujourd'hui, je suis très fière de voir une mère comorienne partir à Dubaï, en Chine ou ailleurs pour vendre son coco ou quoi que ce soit. Mais moi, je m'intéresse à cette femme comorienne, quel est son impact dans l'économie comorienne par rapport à l'évolution justement économique de notre pays. Et c'est là justement la question, et où le problème, je ne sais pas si mes collaborateurs sont d'accord avec moi, mais j'aimerais vraiment orienter ma question là-dessus. Est-ce que vraiment elle veut investir pour son pays, cette femme comorienne des Comores, ou veut-elle simplement investir sa propre poche dans d'autres pays à l'étranger? Oui. Intervenir sur un point, c'est-à-dire que la femme comorienne, sa façon de travailler, de se débrouiller, peut-être pas d'aujourd'hui. Si on se réfère à l'histoire des Comores, le chef Abdel Al-Farsi, celle qui était sur la côte, celle qui lui a transmis l'éducation, c'est une femme comorienne de Nzudjini. Les femmes ont toujours occupé une place prépondérante, importante dans la société comorienne. Les hommes, c'est là où la question qui a été posée est intéressante, parce qu'on a une société qui est à la fois patrilinéaire et matrilinéaire. Donc, c'est paradoxal. Je vous rappelle que la société comorienne, grande comorienne d'abord, elle est spécifique par rapport aux autres sociétés de la côte concernant la femme,
parce que Quelle côte? La côte est-africaine. Oui, il faut préciser. Ouais, la côte est-africaine, excuse-moi. Et parce que cette femme-là, elle est le ventre, c'est le ciment. La femme, c'est la responsable de tous les hommes. Passe le temps à faire de la politique, à être sur la place publique, et c'est la femme qui amène des enfants à l'école. C'est la femme qui amène des enfants à l'hôpital. C'est la femme qui va au marché. Il suffit d'aller voir le marché Volo-Volo, vous trouverez la moitié des gens qui travaillent, ce sont des femmes. Voilà, plus que la moitié. Voilà, et puis il faut faire une distinction entre la femme urbaine et la femme citadine et la femme rurale. La femme rurale qui n'a pas accédé au savoir moderne, au savoir occidental, elle est pragmatique, hein, elle cultive, et là, on a une autre femme, une femme qui n'est pas citadine, qui n'est pas rurale, mais qui est gevienne. Hein, la femme gevienne, oui, la femme comorienne gevienne, elle est aussi, elle a ce gène hein, de son pays. C'est tout à fait normal, hein, elles sont très attachées les femmes. Donc, pour revenir sur le premier point, en disant que la tradition matrilinéaire des Comores, c'est une société sunnite, tradition chaféite, la femme est la gardienne du temple, donc le développement économique, politique même, doit impérativement passer par la femme. Il fut un temps où la première dame qui a accédé à un poste ministériel, c'est Madame Sitou. La première bachelière au Comores, c'était en 1967. J'avais tu peux. Moi, je l'ai centré. Mais elle travaillait à l'ambassade de France, maintenant, elle est à la retraite. C'est pour dire que les hommes ont pris le devant dans cette société, alors que le fond, le socle de la société comorienne est constitué par le Mbadj. Voilà. Est-ce que je peux... moi, je vais parler de mon expérience, hein, mais c'est vrai que la première fois que je suis parti aux Comores, ça m'avait fait vraiment un choc, hein, parce que c'est vrai que les honneurs étaient pour l'homme comorien, la place publique elle est occupée par l'homme, la femme elle y passe comme un fantôme, on la voit pas, et on la voit seulement à la maison ou dans les maisons qu'on va visiter. Maintenant, on sait que les grands-mères aussi éduquent. On sait aussi que les mamans aussi font le sacrifice souvent. Alors, on va parler de la société de Gazija, par exemple, de donner, entre guillemets, donner leurs enfants, parfois à leur frère, qui lui partirait en France, pour lui donner plus de chance encore. Donc, ici, ça pourrait être vécu comme un abandon. Oncle maternel, faut préciser. L'oncle, autant pour moi, l'oncle maternel. Pour des gens qui ont grandi ici, ça pourrait être vécu comme un abandon, mais comment on peut laisser sa progéniture partir comme ça 12 000 km et puis ne pas suivre leur éducation, subvenir à leur instruction. Et non, c'est pas ça du tout, c'est souvent elles se disent, bon, c'est un calcul, elles se disent, c'est mieux là-bas, donc on va les laisser partir. En gros, tout ça pour dire que, en tout cas... Une parenthèse, parce que quand tu parles de l'oncle maternel, ce qu'on appelle le yo, c'est-à-dire le miroir de la mère, c'est son frère. Donc là-dessus, c'est-à-dire c'est toujours le Mbadj, cette femme-là qui est représentée cette fois-ci par son frère. Donc c'est pour cela qu'il lui confie l'éducation de ses enfants, c'est fort. Et dans le Badjing, au sud de la Grande Comore, il y a des enfants qui portent le nom de leur oncle, pas de leur père, de leur oncle maternel, voilà. Si, tout à fait. Et même pour aller plus loin, parce que je pense qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, cette relation qui est entre le frère et la sœur, les parents, oncle et mère, dans la pensée africaine, la mythologie africaine, cette relation-là, elle est à l'intérieur même du ventre. C'est-à-dire... Oh, le mba. Je peux terminer juste 30 secondes, c'est important. À l'intérieur même du ventre, le pendant de la mère, c'est comme ça que ça s'explique, le pendant de la mère, c'est son frère. C'est-à-dire que comme tout être humain chez nous, Africains, tout être humain
est double, c'est-à-dire qu'on est homme et femme à la base. Et donc, à l'intérieur du ventre, le pendant de la mère, c'est l'oncle. C'est pour ça que c'est l'oncle. En tout cas, pour terminer, quand on fait un parallèle entre la femme comorienne aux Comores qui entreprend, en tout cas qui se bat, et qui est debout, je ne dis pas qu'en France elle ne l'est pas, mais en France, en tout cas, je ne parle pas de la nouvelle génération, mais souvent quand on regarde nos mères qui se battent également, mais là pour le coup, c'est complètement différent. Et moi j'aurais tendance à dire, à aider tout le monde et à dire, bon voilà, si on a une sœur par exemple qui a fait des études au Soudan ou ailleurs, et qui arrive en France avec un bac plus 4, et qui finalement va se contenter d'aller chercher un travail de femme de ménage parce qu'en effet il y a des problèmes de cartas, tout ça, de papier, ce serait bien aussi que nous les encouragions en fait à aller beaucoup plus loin, voire même, bon, ça demande un sacrifice, hein, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a toujours cette pression familiale, il est peut-être l'heure pour toi d'aller te marier, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais c'est vrai que pour que ce pays peut-être avance, il faut peut-être aussi que les femmes à un moment donné, là c'est l'économie et la femme, mais il y a aussi un rôle, je pense, sur le plan aussi politique, et qu'il faudra aussi qu'elles aillent chercher, parce que c'est pas les Comoriens, je ne pense pas, ne disent pas que les femmes doivent rester derrière. Oui, j'aimerais juste réagir aux propos d'Ibrahim en fait. C'est vrai qu'en fait au Comores on a une société de tradition matrilinéaire, c'est vrai, mais en rester à la première femme ministre, au premier bachelier, etc., ça ne fait pas de la femme une actrice du développement. On a besoin d'une deuxième femme, on a besoin d'une troisième femme, on a besoin de 10 femmes, on a besoin de 100 femmes, on a besoin d'un millier de femmes. Et je pense que le problème, il est là, en fait. À en rester à la première femme ou les quelques femmes qui ont fait du commerce, on ne va pas aller plus loin, en fait. Donc il nous faut plus que ça. Il faut aller plus loin, il ne faut pas faire le constat comme ça. Pardon ? Vous auriez dit aller plus loin. Je vais revenir sur la question de Sharifa qui disait justement enfin la femme comorienne qui, d'accord, elle fait du commerce, elle a rebondi tout ce que j'avais dit tout à l'heure, elle fait du commerce, etc. Mais elle est où? Elle est toujours aussi anonyme, on ne la voit pas, enfin, économiquement on va dire, voilà. Économiquement, on ne la voit pas, on l'entend pas. À mon analyse, je pense que pour moi, c'est un fait. C'est qu'on est trop régulé, puis en même temps, on suit un petit peu ce que l'homme, comorien, nous dicte, nous les femmes. C'est-à-dire qu'on a peur. On a peur d'imposer certaines choses. D'ailleurs, on le voit parce que la nouvelle génération, quand ils veulent aller plus loin de leurs convictions, ça crée des crashs dans les familles, on ne se comprend pas, le père qui n'est pas d'accord parce qu'il veut aller plus loin, parce qu'il veut faire ci, parce qu'il veut faire ça. Donc souvent, je pense qu'il y a des femmes qui ont envie d'aller plus loin, de voir plus loin, mais ils ont peur pour l'entourage, pour ce qu'on va dire, bon, ah là un jour, elle est toujours en train de partir à l'étranger, un jour j'ai mon mari, si demain je pars, elle va peut-être me laisser pour aller voir une autre femme. Donc je pense qu'il y a des choses qui nous freinent, nous les femmes, on est capable de faire beaucoup de choses, mais qui nous freinent justement à prendre l'initiative de s'exposer, de se montrer, de dire que voilà, on est prête enfin d'entreprendre les choses. Et en même temps, je veux dire qu'on a aussi cette éducation française, parce que ça a quand même plus d'un siècle que la France est présente chez nous. En France, ici, moi je me considère que je suis franco-comorienne, on a cette éducation d'avoir peur d'entreprendre certaines choses, de se montrer, de dire les choses. La preuve, quand on dit les France-Gaulois qui partent aux États-Unis, ou quand on regarde des chercheurs ici qui partent aux États-Unis pour aller s'exprimer, pour montrer ce qu'ils ont à faire, c'est parce que aussi, on est dans un pays où tout est bouclé, on a peur de s'exprimer, ou de montrer, voilà. Donc en fait, je pense qu'on manque un petit peu de courage pour pouvoir exprimer et pouvoir montrer qu'on est capable de faire les choses, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, et que les femmes, à un moment donné, il va falloir que de toute façon qu'on entreprend les choses, qu'on montre, parce qu'il faut que ça bouge, en tout cas. Moi, je suis d'accord. Mais je vais encore insister. J'ai réalisé, c'est une anecdote, l'année dernière, une émission spéciale femme comorienne sur sa place sociale,
aux Comores, et je vous avouerai que j'ai énormément entre guillemets, galéré pour trouver des femmes comoriennes. C'est pas, ça ne manque pas. Mais encore une fois, je trouve que la femme comorienne, je pensais que ce problème-là ne pouvait n'exister qu'aux Comores. Savoir cette femme comorienne qui n'ose pas parler, du fait que voilà, l'emprise de l'homme, les tabous, etc. Mais je me rends compte que même cette femme issue de la diaspora, donc de la deuxième génération, est confrontée à ce fléau-là. Et j'aimerais aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi. Parce que moi-même je suis issue de la deuxième génération, je respecte ma culture, je respecte mes origines, je respecte ma religion. Mais je pense qu'on a aussi un mot à dire. Et ensuite, moi, je pense que je laisserai la parole au public parce que j'ai réellement envie de comprendre cela. Pourquoi est-ce que cette femme comorienne de la deuxième génération et cette femme comorienne des Comores ne prend pas la parole? Parce que... Malgré cette emprise de l'homme, malgré, je pense qu'elle est... Non, je pense que pour aller au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a la place de l'homme, on ressent quand même une certaine domination, une voix prépondérante de l'homme, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même une autre raison. Non, je pense qu'on a aussi notre responsabilité, c'est bien de tout refouler sur l'homme, ce n'est pas parfait. Je pense qu'il y a d'autres raisons, et aujourd'hui, je vous poserai la question. Quelles sont ces autres raisons? Je pense que qu'il ne faut pas trop chercher des raisons qui n'existent pas, enfin, à mon avis. Je pense qu'on a une éducation depuis des années, depuis plus des siècles. C'est vrai que les Comores, quand on regarde dans une famille, une éducation, dès le départ, on dit à la jeune fille que de toute façon, quand il y a des gens qui arrivent déjà à la maison, bah, la femme déjà elle est à la cuisine. Bon, moi j'ai eu cette éducation, puisque moi je suis née aux Comores, la femme ne doit pas être au devant. Ça c'est une éducation qu'on a eue et c'est comme ça. Mais c'est pas parce que pour les dénigrer au départ, c'est pour nous protéger. C'était comme ça, pour protéger, pour que cette femme ait une place beaucoup plus spéciale, pour qu'on peut pas, n'importe qui ne peut pas voir cette femme, etc. Donc on a pris cette éducation qu'on doit toujours être derrière, hein, derrière la preuve dans les mariages. Quand on regarde les mariages, bah, la femme, bon maintenant on se sert, hein, mais la femme d'abord doit servir l'homme et doit rester avec la faim pendant des heures avant que l'homme mange d'abord pour pouvoir se servir. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, dans toutes les décisions quotidiennes, dans toutes les décisions politiques, économiques, cette femme-là, on l'a jamais autorisée. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on attend l'autorisation. Et c'est vrai que moi, parmi ce que je peux exprimer, c'est que il faut arrêter d'attendre cette autorisation. Cette autorisation viendra de nous, parce que je pense que les hommes sont prêts à comprendre aujourd'hui qu'on n'est pas là pour le faire du mal, on n'est pas là pour... C'est une question d'éducation. On a eu une éducation, il n'y a pas de raison autre. Il y a une éducation qui a eu pendant des années, pendant des siècles, que la femme doit rester derrière. Et l'homme doit être au devant. Voilà, et l'homme doit être au devant pour défendre la place de cette femme. Mais malheureusement aujourd'hui, les enjeux sont c'est mondial. On est confronté à la mondialisation. On ne peut plus se contenter d'une seule avis. On a besoin des femmes aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les politiques françaises, dans tous les milieux politiques ou autres, on met la femme, parce qu'on sait très bien que même si c'est la femme qui réfléchit, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame, parce que tout simplement la femme réfléchit avec l'homme derrière, mais quand on arrive à la scène, c'est l'homme qui parle. Maintenant, aujourd'hui, je dis c'est un progrès, parce qu'aujourd'hui, je vois des hommes devant moi, et je peux m'exprimer, alors qu'au Comores, c'est quelque chose qui n'est pas encore rodé, c'est pas encore rodé. Donc, on est dans le progrès. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà un progrès. Donc, je ne veux pas qu'on reste dans la négativité de dire, voilà, les choses n'avancent pas. Ça avance. Il faut du temps, mais ça avance. Oui, Dalila, j'aimerais qu'elle... Oui, par rapport à ta question, Sharifa, au niveau du fait que tu as eu du mal à trouver des intervenants pour ton émission... Non, mais ça, je pense que ça s'arrête pas qu'à non, c'est une réalité, mais par rapport au fait que même au niveau de la deuxième génération, tu n'as pas pu trouver de femmes comoriennes, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse évidemment, mais je ne sais pas s'il y a un début d'explication, mais l'année dernière j'ai fait quelques recherches en fait sur interroger quelques jeunes filles justement de cette génération née en France et sur la perception de la culture comorienne par rapport à leur mère, par rapport à leur père,
par rapport à leurs frères, essayer de rechercher un petit peu quelles étaient les dynamiques en fait. Et si les dynamiques qui s'appliquaient en France, c'était les mêmes que celles des Comores en fait. Et pour beaucoup de ces jeunes filles en fait, elles avaient tendance à rejeter en fait cette culture, le fait qu'elles soient comoriennes en fait. Elles se sentaient plus françaises que comoriennes, dans le sens où les seuls éléments de la culture comorienne qu'on leur avait transmis étaient les éléments du grand mariage en fait, dans le sens où vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous faites le grand mariage, c'est venir avec un comorien, c'est tout ce que nous voulons et rien d'autre. Donc en fait, c'est ces éléments-là qui étaient assez prohibitifs. Et donc elles ne se sentaient pas comoriennes, elles se sentaient françaises d'origine comorienne. Elles avaient tendance à rejeter ces éléments de la culture comorienne parce que c'était les seuls qu'on leur avait transmis en fait. Donc je me demande en fait si c'est pas un début d'explication au fait que quand tu cherches des femmes comoriennes, on comprend comoriennes des Comores plutôt que comoriennes de la diaspora ou comoriennes au sens large en fait. Donc voilà. Alors, je sais pas. Oui, Sharif, tu as d'autres questions? Non, mais... Ok, là maintenant, Mais je pense que sur cette question-là, il y a peut-être des gens qui veulent moins réagir. J'aimerais entendre les hommes. Voilà. Donc, on va ouvrir la liste. Il y a Abdul. Donc, Ibrahim va récupérer les noms. Et les gens réagiront et aussi poseront les questions. Quand même, il y a quand même un jour dans l'année. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant que ça se fait dans le cadre. Il n'y a pas de souci. Doucement. En tout cas, moi ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que dans la conscience collective des Comoriens, il y a une espèce de baobab qui est planté au centre de nos, de nos têtes, là, qui dit que une espèce de mythe qui veut que la femme comorienne soit la femme la plus libre, la plus libérée, paraît-il. Hein. Alors je ne sais pas si la réalité n'est pas autre. Donc en tout cas, la question est posée. Il y en a qui viennent là pour la première fois. Il ne faut pas qu'ils hésitent à réagir également. Et on encourage les jeunes femmes qui sont présentes justement à poser des questions. C'est tout l'intérêt justement du partage. Si vous voulez. Je pense que je pourrais pas la faire. Non, parce que il y a des gens qui souvent. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Au fond de la salle, il y a peut-être des gens qui veulent poser des questions. J'ai Ismaïl pour. Ok, donc on va ouvrir avec le temps une deuxième liste. On va commencer par Yatif d'abord et puis Abdul. Ok, s'il vous plaît, juste le silence, parce que là on repart sur les questions. Toi, tu es du journal Attends, juste une chose. Je voulais juste souligner deux points importants que vous avez évoqués brièvement. L'identité et ce qui fait en fait les ressources des Comores. Les Comores vivent de l'agriculture. Les femmes sont majoritairement celles qui travaillent. Et je pense qu'il faudrait justement tourner le débat, avant qu'on parte dans tous les sens, hein, il faudrait qu'on tourne le débat quand même sur ces deux points. Le problème des ressources aux Comores et l'identité. Est-ce qu'on est comorienne ou est-ce qu'on est française? Voilà. Je voulais juste vous le dire parce qu'on part vraiment de l'anthropologie et finalement on sort du débat. Une orientation, mais c'est moi. Allez, ça avait pris une de mes émissions. Plus fort. Moi, je m'avais abordé sur l'aspect de la régression de la femme comorienne. Je parle d'une régression parce qu'elle y est à quoi? Je crois que toute cette régression est liée à la dépossession du pouvoir politique du Comorien. Je vous donne des exemples. Avant la femme comorienne, au moment où les Comores étaient libres, avant l'arrivée du Blanc en 1841 ou en 1895, mais il y avait des femmes qui étaient dans le pouvoir. Il y avait Singer, le Moudé, il y avait Wasser, il y avait Nefati.
Donc, je crois que cet aspect régression de la femme comorienne est lié aux lois sadiques et l'arrivée du blanc aux Comores jusqu'à même en 77, avec la réforme éducative de la Bissouali, qui a libéré la femme comorienne, qui a permis d'aller à l'école, jusqu'à nos jours, la femme comorienne n'a pas pu prendre sa place dans l'espace politique. Parce que même dans l'histoire comorienne, pour accéder au rang de roi, dans les dîners, il faut avoir une mère qui était de sang royal. Même si tu avais un père de sang royal, tu ne peux pas y accéder. Donc je crois que la femme comorienne, cette régression est liée à l'arrivée du blanc et des lois saliques votées par la France, ici en France même. Les lois saliques, qu'est-ce que c'est? Les lois saliques, ce sont des lois françaises qui ont été utilisées dans la section de la femme française au royaume ici en France. Donc ce sont des lois françaises. Et je mérite surtout voir qu'actuellement, même jusqu'à nos jours, et je mérite surtout les femmes qui sont là, un rapport sur le développement humain des Comores, je crois en 2006, sur la place de la femme comorienne, donc, qui a été édité par Mutnui. Je crois que la place de la femme comorienne, jusqu'à édité par c'est en 2006. Et ce rapport-là montre que peut-être 53% des femmes comoriennes, la population comorienne, 53% sont des femmes, mais la femme comorienne, dans l'espace économique, qui est l'économie comorienne, c'est l'agriculture, la femme comorienne est là, mais il y a un seul espace que la femme comorienne n'arrive pas à accéder, c'est l'espace politique. Parce qu'il y a un seul député, Joël Réa, et une seule maire, en gaz, aucun ministre dans l'espace, dans le gouvernement central. Même dans le cadre, je crois qu'il y a 2, 3%, 4% de femmes cadres, en même temps, question de le rapport entre le niveau d'éducation entre l'homme, surtout le bac, et la femme n'est pas aussi si différent. Merci beaucoup. Alors, là, je passe la parole à Abdoul. Bonsoir. Alors moi, je vais aborder 2 points. Je pense que le monsieur vient de m'introduire ce que j'allais dire. C'est que je pense que par rapport à la dame qui est au premier plan, qui demandait où est la place de la femme dans le business comorien surtout. Je pense que c'est pas que la femme qui n'est pas présente dans le business comorien. Parce que quand on parle de business comorien, c'est rien. C'est juste le petit commerce. Dans l'économie, quoi. Dans l'économie. Le business fait partie de l'économie. Voilà. Donc, en tout cas, l'économie comorienne, c'est du business. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, et je pense que... Oui, je pense que dans le business comorien, en tout cas dans les familles, moi je viens du bled, j'ai vécu dans... Quand on donne, par exemple, quand on cotise pour que quelqu'un fasse du business, c'est surtout la femme qu'on désigne pour le faire. La preuve, il y a madame qui vient de donner des exemples.